Bonjour tout le monde. Petite note avant de commencer sur le sujet principal d'aujourd'hui. On apprend ce matin que 4 mois après l'ouragan Debby, seuls 720 dossiers sur les 10 076 réclamations déposées ont été traités positivement, c'est-à-dire 7 Quelques jours après l'ouragan, le premier ministre François Legault s'est rendu visiter les sinistrés. Il leur a promis. Il leur a dit, vous vivez quelque chose de difficile, vous allez être indemnisés. Il faut faire appel au gros bon sens, a-t-il dit. Il l'a promis. C'est encore une fois une promesse non respectée qui a été reniée. Nous, on a présenté une motion à l'Assemblée nationale pour exiger le respect de cette promesse et le gouvernement de la CAQ l'a refusé. Voilà une autre illustration de ce qu'est ce gouvernement. Merci, Pascal. Avant d'aller sur Churchill Falls, une note sur Santé Québec. Le Parti québécois a fait une sortie jeudi dernier sur le sujet de l'absence de transparence de Santé Québec vis-à-vis des coupures qui vont avoisiner le 1,5 milliard à un moment où le système de santé est très fragile. Et essentiellement, le Parti québécois demandait de la transparence de Santé Québec en disant « c'est pas parce que le ministre passe sa commande de couper à Santé Québec que personne ne va répondre aux questions puis qu'il n'y aura aucune transparence. » Et là, on voit, ce matin, le ministère qui intervient auprès de Santé Québec pour dire, là, finalement, vous allez couper, mais pas à cet endroit-là. Donc, passe à nouveau des commandes politiques. Donc, on revient avec notre demande de transparence. C'est le ministre qui a demandé à Santé Québec de faire des coupures. C'est lié au déficit historique du Québec. C'est à nouveau le ministère qui intervient dans Santé Québec pour leur dire, bien, coupez, mais coupez à quelques endroits. Mais pendant ce temps-là, le ministère puis le ministre ne prend pas ses responsabilités, ne répond pas aux questions, puis envoie toute la tâche difficile dans la Cour de Santé Québec. On réclame de la transparence. Quel est le plan? Où allons-nous couper? Parce qu'on le sait qu'il y a des infirmières puis du personnel essentiel dans le système qui, en ce moment, sont l'objet de coupures sans qu'il y ait d'explication. On apprend tout au compte-gouttes. Ce n'est pas normal. Sur Churchill Falls, on a pris la peine d'examiner l'entente et on veut simplement commenter avec justesse, modération, mais revenir sur les faits parce que ce que le gouvernement a tenté de vendre dans la population québécoise, c'est qu'on avait fait tout un deal à 4 sous du kilowattheure jusqu'en 2075. Or, ce n'est pas ça la réalité. Quand on regarde et on décortique l'entente, nous avions une entente très payante jusqu'en 2041, une entente valide et garantie à 0,2 sous. Et on a augmenté, donc on a renié, répudié l'entente. Et essentiellement, on fait un chèque de 17 milliards à Terre-Neuve. En échange de quoi? En échange d'un tarif à 7 sous le kilowattheure à partir de 2041 jusqu'en 2075. Mais ce fameux 7 sous, il faut tenir compte du fait qu'on écrit un chèque de 17 milliards à Terre-Neuve sur la base d'une entente qui, sinon, était parfaitement valide. Et donc, on avoisine davantage autour du 9, quelques cents le kilowattheure pour ce qui est de la centrale déjà existante. Et pour les nouveaux projets, on est autour de 11 cents. C'est important de dire les chiffres comme ils le sont parce que ça donne un éclairage différent sur pourquoi le premier ministre de Terre-Neuve a manqué autant de respect au Québec en déchirant l'entente devant le premier ministre du Québec. C'est pas normal quand on a une négociation de gré à gré puis que c'est gagnant-gagnant. Normalement, c'est pas comme ça qu'on annonce la chose. Et on craint, nous, que c'est une négociation qui, somme toute, n'est pas si payante pour le Québec dans la mesure où c'est nous qui avons financé Churchill Falls à l'origine. C'est encore nous qui va tout financer les infrastructures, qui va prendre tous les risques. Puis finalement, on sauve un peu d'argent au kilowattheure, mais pas des fortunes non plus. Et au final, bien, ces infrastructures-là, elles ne sont pas au Québec et elles sont entre les mains de Terre-Neuve. Donc, compte tenu de tous les risques qu'on prend, on craint que ces négociations-là ont été faites dans un contexte historique erroné, c'est-à-dire que Terre-Neuve a fait valoir une injustice épouvantable autour de l'entente entre Québec et Terre-Neuve. Et on comprend que le premier ministre n'a pas mis en contexte cette prétention-là, d'une part parce que le Québec avait pris tous les risques à l'époque, mais également parce que le Québec avait perdu le Labrador pour aucune raison valable. Une décision du Conseil privé de Londres incompréhensible où on a pris le Labrador et on l'a donné à Terre-Neuve. Et c'était ça le contexte à l'époque. Donc, si le premier ministre
contrairement à tous ses prédécesseurs, a omis de parler des revendications du Québec sur le Labrador au moment où son interlocuteur parlait de l'injustice épouvantable de l'entente entre Terre-Neuve et Québec, si on est parti avec la mauvaise posture de s'excuser pour quelque chose, en fait, pour lequel on n'a pas à s'excuser, bien, ça explique peut-être un résultat de négociation qui, minimalement, peut être remis en question. Je ne vous dis pas que c'est une mauvaise entente sur toute la ligne, parce que c'est vrai que le Québec, une fois que Pierre Fitzgibbon a distribué les contrats, l'énergie à des compagnies au tarif L, c'est-à-dire 5 à 6 cents, c'est vrai que le déficit énergétique crée une pression très forte sur Hydro-Québec. Donc, moi, je ne blâme pas Hydro-Québec là-dedans, mais je me pose des questions sur les prémices de base de cette négociation-là et comment on justifie que c'est une très bonne affaire de payer 9 cents pour de l'électricité qu'on produit à 3-4 cents à peu près à Churchill Falls, si on s'en tient aux données qu'on a sur la Manic, le coût de production de ce genre de barrage-là, ou aller chercher de la nouvelle énergie à 11 cents, alors qu'on vient de vendre de l'énergie à 5 et 6 cents à de la grande entreprise, puis on vient de faire des contrats avec les États-Unis également, bien en deçà du coût de cette nouvelle énergie-là. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, j'ai l'impression, pour conclure là-dessus, qu'Hydro-Québec a fait ce qu'il pouvait dans le contexte d'un déficit énergétique qu'on a créé de toutes pièces et qui demande qu'on ait des résultats rapidement. Un des avantages du Labrador, c'est que la hausse de production va être rapide par rapport à des projets faits au Québec. Et on a accepté d'être locataire au lieu d'être propriétaire parce que ça permet d'aller chercher quelques cents de moins du kilowattheure, mais avec le désavantage que c'est pas chez nous, puis c'est pas nous les propriétaires alors qu'on finance l'entièreté de ces projets-là. Donc, j'ai l'impression que c'est ça l'équilibre que Hydro-Québec a tenté de faire, mais pour nous, c'est important de corriger à nouveau les communications du gouvernement qui sont pas fiables, qui tentent de nous faire croire qu'on vient de faire un deal à 4 sous du kilowattheure jusqu'en 2075. N'importe qui est sérieux et qui regarde l'entente se rend compte que ce n'est pas le cas. Et si ça avait été le cas, je vous promets que le premier ministre de Terre-Neuve n'aurait pas eu cette arrogance et ce manque de respect devant notre premier ministre au moment de l'annonce de l'entente. Ça devrait sonner des cloches sur la nature véritable de l'entente.